Titicut Follies, 1967. C'est 1967, et le réalisateur Frederick Wiseman a apparemment pensé qu'un regard brutalement honnête à l'intérieur d'un hôpital pour les criminellement fous ferait un excellent film pour une soirée en amoureux. Ce documentaire dévoile les réalités sévères de la vie dans l'institution de Bridgewater, montrant les détenus maltraités, humiliés et vivant dans des conditions inhumaines. Les scènes incluent des patients nourris de force d'une manière moins douce que celle d'essayer de faire prendre un médicament à un chat, et des hommes nus traités avec moins de soin que des meubles déplacés. Ce n'est pas exactement le genre de film qui vous laisse une sensation d'élévation. Lors de sa sortie, Titicut Follies a provoqué un grand émoi car il a révélé plus que les fesses des patients. Il a exposé un système profondément défaillant. Le gouvernement a interdit le film plus rapidement que vous ne pouvez dire « violation des droits constitutionnels ». Et leur raison officielle était qu'ils protégeaient la vie privée des patients, car rien ne dit « nous tenons à votre vie privée » comme vous enfermez dans des conditions inhumaines. L'interdiction a duré des années, plus longtemps que la plupart des mariages d'Hollywood, mais lorsqu'elle a été enfin levée en 1991, Titicut Follies a été salué comme une œuvre cinématographique révolutionnaire. Il a suscité des discussions sur le traitement de la santé mentale et les droits des patients, prouvant que parfois les films qui nous mettent le plus mal à l'aise sont ceux que nous devons voir le plus. Fahrenheit 9/11, 2004. Imaginez plonger dans une piscine étiquetée peu profonde pour découvrir qu'elle est en réalité profonde et remplie de requins, avec un collier de viande autour du cou. C'est un peu ce que Michael Moore a fait avec Fahrenheit 9/11. Il n'a pas seulement agité la soupe, il l'a pratiquement renversée et mise en feu. Le film commence par remettre en question la légitimité de la victoire du président George W. Bush lors de l'élection présidentielle américaine de 2000, puis met en lumière les connexions commerciales de la famille Bush avec la famille Bin Laden et d'autres élites saoudiennes, ce qui, selon Moore, a influencé la politique étrangère américaine. Le documentaire examine la réponse du gouvernement américain aux attaques du 11 septembre, la dépeignant comme lente et inefficace, avec en prime la question de l'absence de notre leader, montrant le président Bush continuant à lire My Pet Goat aux enfants alors que les attaques se déroulaient. La controverse a commencé avant même la sortie du film en salle, car Disney, la société mère de Miramax, le distributeur original, a décidé de ne pas toucher à cette patate chaude. Mais Moore a trouvé d'autres distributeurs et le film est devenu le documentaire le plus lucratif de tous les temps, prouvant une fois de plus que rien ne vend des billets comme la controverse. Bien que non officiellement interdit, Fahrenheit 9/11 a rencontré plus d'obstacles qu'un athlète olympique. Certaines chaînes de cinéma ont refusé de le diffuser, le traitant comme s'il avait des poux cinématographiques. Des groupes conservateurs ont tenté de bloquer sa publicité, apparemment en oubliant qu'en Amérique, vous pouvez faire de la publicité pour tout, des formules de croissance capillaire miraculeuses au soda aromatisé au bacon. No Fire Zone, The Killing Fields of Sri Lanka. Sorti en 2013, ce film est l'équivalent cinématographique de la provocation d'un nid de frelons avec un bâton. Si le nid de frelons était un gouvernement entier et le bâton une caméra. Le documentaire, réalisé par Callum McRae, se penche sur les derniers mois de la guerre civile sri-lankaise en 2009. Il met particulièrement en avant le pilonnage intense et brutal des civils, l'exécution des prisonniers et d'autres crimes de guerre. No Fire Zone est essentiellement des vacances infernales où personne n'avait préparé ses bagages pour s'amuser. Le documentaire utilise des images réelles, y compris des vidéos prises sur le terrain pendant le conflit, pour peindre un tableau vif et inquiétant des violations des droits humains et de la souffrance endurée par les civils tamouls pris au piège dans la zone de guerre. Bien sûr, le gouvernement sri-lankais l'a qualifié de propagande et a tenté de balayer ce film sous le tapis, plus vite qu'un enfant coupable cache des morceaux de vase brisés. Dans certains pays, la projection de ce film était plus risquée que de jouer à la roulette russe avec une arme chargée. La Malaisie l'a interdit purement et simplement, pensant probablement que si nous ne pouvons pas le voir, cela n'a pas eu lieu. Cependant, le film a tout de même remporté plusieurs prix et a même été nominé pour un Emmy international. Globalement, l'impact du film a été ressenti bien au-delà de la caméra. The Cove, 2009. Nous pouvons tous convenir que personne ne veut jamais que son linge sale soit exposé, surtout si ce linge sale concerne la chasse et l'abattage des dauphins par votre pays. The Cove est un film réalisé par Louis Psioyos qui se concentre sur la chasse annuelle aux dauphins à Tai, au Japon. Le film est structuré comme un film de braquage où les bons gars, c'est-à-dire les militants et les cinéastes, planifient une mission audacieuse pour découvrir les mauvaises choses qui se passent dans les coins cachés de Tai. Ils ont utilisé des microphones sous-marins et des caméras haute définition déguisées en rochers. Les images qu'ils ont capturées étaient plus choquantes que de découvrir que votre chat mène une double vie en tant qu'agent secret. On parle d'abattage de dauphins qui ferait même réfléchir le plus endurci des chefs de sushi à changer de carrière pour sculpter du tofu. C'est le genre de film qui vous fera réfléchir à 2 fois avant de manger ce sandwich au thon. Le film accuse The Cove de manquer de sensibilité culturelle, mais toutes leurs tentatives pour supprimer le film ont été aussi efficaces que de tenter de vider l'océan avec une cuillère à café.
Le film a eu un impact significatif sur la sensibilisation du public et les politiques concernant la conservation marine et le commerce mondial des dauphins. Il a remporté un Oscar du meilleur long métrage documentaire et a déclenché des campagnes internationales pour mettre fin à la chasse aux dauphins. The Act of Killing. Imaginez demander à un groupe de vilains retraités d'un sombre chapitre de l'histoire de recréer leurs crimes pour la caméra, mais comme s'ils tournaient un film sur leur propre vie. C'est le concept glaçant de The Act of Killing. Ce film adopte une approche unique et controversée pour explorer les massacres en Indonésie au milieu des années 1960, en se concentrant non pas sur les victimes, mais sur les auteurs. Les anciens chefs de squad de la mort indonésiens ont été invités à rejouer leurs atrocités, passées dans le style de divers genres cinématographiques qu'ils admirent, tels que les films de gangsters et les comédies musicales. Les tueurs ont réalisé ces scènes avec fierté et sans remords, souvent avec un détachement glaçant et même une touche de joie. Le documentaire n'a pas seulement exposé les sales affaires de l'Indonésie, il les a emmenés au pressing, les a mises en lumière et a facturé l'entrée pour le spectacle. Pour beaucoup d'Indonésiens, cela a été perçu comme une exposition publique profondément perturbante de ce que beaucoup considéraient comme une honte nationale privée. En ayant les auteurs recréer leurs crimes, le film n'a pas seulement documenté les meurtres, il a plongé tête première dans les esprits de ceux qui les ont commis, reflétant la société de manière que beaucoup ont trouvé trop directe et trop brute. Bien que le gouvernement indonésien ne l'ait pas officiellement interdit au niveau national, les projections se faisaient souvent en secret et dans des lieux souterrains pour éviter d'attirer l'attention des autorités et des groupes paramilitaires. Zeitgeist, ce documentaire est un peu comme ce pote à une fête toujours impatient de parler de théorie du complot. Vous savez, celui qui mentionne les Illuminati, alors que vous essayez juste de profiter de vos snacks. Réalisé par Peter Joseph, le film couvre une large gamme de sujets enveloppés dans une couverture de scepticisme et de conspiration. Une des principales affirmations du film est que les grandes religions mondiales, en particulier le christianisme, sont basées sur des mythes astrologiques anciens. C'est comme dire à une pièce pleine d'amateurs de Noël que le Père Noël est juste un dieu solaire ancien. Bien sûr, beaucoup ont trouvé cette idée profondément offensante, surtout dans les pays où la religion est profondément ancrée dans la société. Imaginez aller chez votre grand-mère pour le dîner de Noël et annoncer « Au fait, Jésus n'est qu'un mythe recyclé. Vous pourriez être banni du prochain rassemblement familial. » Eh bien, c'est un peu ce qui s'est passé avec Zeitgeist. Ce film a été interdit en Turquie, au Moyen-Orient et en Chine, étant donné qu'il critique sévèrement la religion. La Turquie, avec sa population musulmane importante, a probablement vu cela comme quelqu'un allumant une étincelle près d'une poudrière. Il craignait que cela puisse susciter des troubles et offenser les sensibilités religieuses. L'acte de voir avec ses propres yeux n'est pas un film typique à regarder avec des pop-corn, et il n'est certainement pas quelque chose que vous voudriez visionner pendant le dîner. Ce film muet de 32 minutes est aussi brut et non filtré que possible, réalisé par le cinéaste avant-gardiste Stan Brakhage. Le titre, qui se traduit du latin par « autopsie », vous donne une idée assez claire de ce dont il s'agit. Témoigner de la dure réalité de la mortalité humaine de près et en personne dans une morgue de Pittsburgh. Pour le dire simplement, The Act of Seeing with One's Own Eyes est un documentaire sur les autopsies, mais ce n'est pas un documentaire dans le sens conventionnel du terme. Il n'y a pas de narration, pas d'interview, pas de texte explicatif, juste des images viscérales, brutes et sans concession d'autopsies en cours. La caméra ne détourne pas le regard. Vous voyez les corps être disséqués, les organes être retirés et la réalité physique de la mort exposée d'une manière rarement montrée au cinéma. Si la plupart des films essaient de réconforter ou de divertir, le travail de Brakhage fait le contraire. Il vous confronte au fait inévitable de la mortalité, vous obligeant à comprendre vraiment ce que signifie être un être vivant destiné à mourir un jour. C'est comme enlever vos lunettes teintées de rose et voir le monde dans toute sa dure vérité. Sauf que dans ce cas, c'est une morgue et la vérité implique scalpel et scie. En raison de sa nature graphique, le film n'a jamais été largement diffusé et est rarement montré en public, même dans le monde de l'art et du cinéma avant-gardiste où repousser les limites est souvent le but. Ce film est dans une catégorie à part. C'est le genre de film que vous pourriez seulement voir dans un cours d'études cinématographiques, et même dans ce cas, il est généralement précédé d'un avertissement de contenu sérieux. The War Game 1965. Ce documentaire est le genre de film qui ne se contente pas de vous faire réfléchir. Il vous fait frémir, reconsidérer vos choix de vie et peut-être même vous demander si construire un abri anti-atomique dans votre jardin est une bonne idée. Ce film produit par la BBC est une représentation glaçante, style mockumentary, de ce à quoi pourrait ressembler une guerre nucléaire et ses conséquences en Grande-Bretagne. Croyez bien que ce n'est pas le genre de choses que vous voudriez regarder avant de vous coucher. Le film réalisé par Peter Watkins présente un scénario terrifiantement réaliste de ce qui se passerait si la Grande-Bretagne subissait une attaque nucléaire pendant la guerre froide. En utilisant un mélange de techniques documentaires et de narration fictionnelle, vous assistez littéralement aux événements horrifiants menant à et suivant une frappe nucléaire sur la ville de Rochester, dans le Kent. Mais ce n'est pas seulement l'explosion qui est effrayante, c'est ce qui vient après.
Le film montre l'effondrement de l'ordre social, la pression écrasante sur les services d'urgence et la dure réalité des maladies liées aux radiations. C'est comme si quelqu'un avait pris toutes les parties les plus horrifiantes d'un roman dystopique, avait enlevé toute lueur d'espoir et les avait mises sur film. Ce film a été interdit par le gouvernement britannique, car ce n'était pas vraiment le genre de contenu que vous voulez diffuser si vous essayez de maintenir le moral public. Le film a été jugé tellement perturbant et potentiellement suscitant la panique qu'il a été retiré de la programmation télévisuelle avant même de pouvoir être diffusé. La ligne officielle était que le film était simplement trop horrifiant pour la télévision, et il est facile de comprendre pourquoi. The Soviet Story 2008. Les soviétiques et les nazis ont toujours eu une image sombre et troublante depuis le début des temps. Imaginez maintenant un film qui plonge réellement dans le cœur de cette image pour mettre en lumière leurs pires crimes. Ce film, réalisé par le cinéaste letton Edwin Schnorr, est une puissante dénonciation des atrocités soviétiques en se concentrant sur les atrocités commises par le régime soviétique, notamment sous Joseph Staline. Il éclaire des événements tels que l'Holodomor, la famine provoquée par l'homme en Ukraine, les exécutions de masse pendant la purge, les déportations forcées, les goulags et le massacre de Katyn, où la police secrète soviétique a tué des milliers d'officiers polonais. Un des aspects les plus controversés du documentaire est sa prétention que les soviétiques et les nazis partageaient une base idéologique commune, ancrée dans le désir de contrôler et d'éliminer certaines populations. Comme on pouvait s'y attendre, le film a été sévèrement critiqué en Russie et qualifié de propagande anti-russe. Beaucoup de Russes et certains historiens ont accusé le film de partialité, de simplification excessive et d'incitation, arguant qu'il déformait l'histoire et équivalait injustement l'Union soviétique à l'Allemagne nazie. Il n'a jamais été diffusé dans les médias contrôlés par l'État et a été sévèrement condamné par les responsables gouvernementaux et les médias. Dans certains cas, des efforts ont été faits pour empêcher le film d'être montré lors de projections en Russie et dans les régions russophones d'autres pays. Under the Sun 2015. Le réalisateur russe Vitaly Mansky pensait avoir touché le jackpot lorsque la Corée du Nord l'a invité à réaliser un film sur une famille typique à Pyongyang. Peu savaient que le gouvernement nord-coréen venait de laisser entrer un renard dans leur poulailler de propagande soigneusement construit. Le plan était simple, la Corée du Nord scénariserait chaque scène, dirigerait chaque prise et créerait une image parfaite de la vie dans le paradis des travailleurs. Le film montre la fille de la famille typique, Zeni, coachée sur la manière de sourire, ce qu'elle doit dire et même comment manger son kimchi avec plus de joie. C'était comme The Truman Show, mais avec plus de kimchi et moins de bateaux se heurtant au mur. Mais Mansky, le rusé, avait un tour dans son sac, ou plutôt une caméra sur son trépied. Il a continué à filmer entre les prises, capturant les coulisses de cette charade soigneusement chorégraphiée. C'était comme attraper votre chat en train de planifier la domination mondiale lorsqu'il pense que vous ne le regardez pas. Cela a montré la réalité de la vie en Corée du Nord et comment le gouvernement gérait chaque détail. Lorsque la Corée du Nord a réalisé ce que Mansky avait fait, ils ont exigé que les images soient détruites, mais Mansky les avait déjà faites sortir du pays. Le documentaire a été présenté en première au Festival international du film documentaire de Jihlava 2015 en République tchèque, loin des capteurs nord-coréens. Vaxed, From Cover-up to Catastrophe est comme ce convive de dîner qui arrive sans invitation, mange tous les amuse-gueules et lâche ensuite une bombe de théorie du complot en plein milieu de votre repas cosy. Le film explore des allégations de fraude dans les études sur les vaccins, en se concentrant particulièrement sur une étude controversée liant les vaccins à l'autisme, affirmant que les autorités sanitaires ont couvert ces résultats. Réalisé par Andrew Wakefield, Vaxed, From Cover-up to Catastrophe est profondément controversé car il promeut l'affirmation largement discréditée selon laquelle les vaccins, en particulier le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, seraient liés à l'autisme. Le film présente la narrative massive selon laquelle les Center for Disease Control and Prevention, CDC, auraient couvert des données montrant un lien supposé entre le vaccin ROR et l'autisme. Wakefield affirme que les vaccins causent une catastrophe sanitaire et que le gouvernement cache cela au public. Lorsque le film est sorti, il n'a pas exactement été accueilli chaleureusement par la communauté scientifique ou les organisations de santé, car il est rempli de désinformation et toutes les affirmations ont été complètement réfutées par des scientifiques, des médecins et pratiquement toutes les organisations de santé réputées. Le pire, c'est que l'individu qui propageait cette histoire sur les vaccins avait déjà perdu sa licence médicale à cause d'un article qu'il avait écrit en 1998. Il avait été révélé que ses recherches étaient pleines de défauts éthiques et de désinformation. En conséquence, Vaxed a été interdit et retiré de divers services de streaming et cinéma qui ne voulaient pas contribuer à la diffusion de la désinformation dangereuse. Zero Days 2016. Il n'est pas nouveau que les virus informatiques peuvent être dévastateurs une fois qu'ils pénètrent dans votre système. Ils peuvent détruire toute votre vie si vous ne prenez pas les mesures nécessaires pour les corriger. Maintenant, imaginez un film qui expose un virus logiciel qui non seulement détruit et vole vos données, mais détruit également physiquement sa cible.
Ce film, réalisé par Alex Gibney, se concentre sur Stuxnet, un ver informatique malveillant plus complexe qu'un Rubik's Cube. Ce petit malware aurait été créé par les États-Unis et Israël pour saboter le programme nucléaire iranien, changeant la manière dont on infiltre les systèmes d'autres pays. Le documentaire explique en détail comment Stuxnet fonctionne, même pour ceux d'entre nous qui ne peuvent pas distinguer un virus informatique d'un virus sinusien. Il explique que Stuxnet n'était pas juste un malware comme les autres. Il était conçu pour manipuler subtilement les systèmes de contrôle industriels qui gèrent tout, des installations de traitement de l'eau aux centrales électriques. Gibney a interviewé des lanceurs d'alerte de la NSA et des experts en cybersécurité et a même créé un personnage en CGI pour représenter plusieurs sources anonymes. Le film expose les conséquences potentielles des armes cybernétiques, car une fois qu'une arme cybernétique comme Stuxnet est en circulation, elle peut être rétro-ingénierée, reproduite et retournée contre ses créateurs. Il peint un tableau d'un futur où les guerres se mènent avec des claviers plutôt qu'avec des armes à feu, et où la plus grande menace pour la sécurité nationale pourrait être un adolescent boutonneux dans le sous-sol de ses parents.